Bonsoir à tous. Nous allons commencer. Alors, merci à tous d'être là avec nous ce soir pour le conseil de quartier Vaugirard Parc des Expositions. L'ordre du jour de cette réunion, c'est que nous allons commencer d'abord par le sujet concernant le parc Suzanne Lenglen. Et ensuite, nous discuterons en fait de l'écran brise-vue du ministère des Armées. Je pense qu'on peut commencer directement, si tout le monde est prêt. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Philippe Chotet, je suis directeur de la direction de la jeunesse et des sports sur le 15e arrondissement et sur le 7e. Il y a donc un lieu qui vous concerne tous ce soir, c'est donc le parc Suzanne Lenglen. Dans un premier temps, écoutez, je vais vous présenter les projets qui avaient été retenus suite au budget participatif. Par contre, vous avez fait une fête de quartier là-bas et vous avez peut-être des suggestions ou des remarques à nous faire par rapport aux différents espaces qui existent là-bas. Donc, je représente également mon collègue de la DEV, donc la direction des espaces verts. Nous partageons les différentes missions. Donc voilà, je lui transmettrai vos questions si vous en avez à ce sujet. Au niveau du budget participatif, il y avait plusieurs pistes qui avaient été évoquées. J'espère que vous m'entendez bien. Le mini-golf avait été évoqué aujourd'hui. Ça n'est pas possible parce qu'on n'a pas de personnes qui vont pouvoir gérer cette partie-là. On a la courbange qui avait été demandée. Elle n'a pas été retenue par la DEV parce qu'on va abîmer les arbres. Et donc les arbres ne sont pas suffisamment hauts, donc ça sont des choses qui ne sont pas possibles. Par contre, il y a une aire de jeu qui est existante là-bas, qui est vétuste, qui sera reprise donc dans le budget participatif. On a également un terrain de sport qui aujourd'hui est hors norme, qui se situe au fond du parc Suzanne Lenglen, plutôt côté Bonvoisin. Donc on ferait un terrain de sport pour que les gens puissent pratiquer normalement les sports de ballon. Donc ce serait un terrain de handball. Et on aurait un roller park qu'on positionnerait. C'était le souhait de monsieur. Un roller ou un skate park. Après, c'est le choix du terme, qui était un souhait de monsieur Goujon. Donc je vais voir si jamais il maintient ce souhait suite à cette réunion. Et on avait également de la slackline. C'est donc une pratique émergente. On se positionne, on essaie de marcher sur des sortes de bandeaux, si vous préférez, pour apprendre un petit peu à se déplacer dans les airs, un petit peu comme les funambules. C'est à peu près clair pour vous. Mais c'est au ras du sol. Voilà un petit peu les projets qui avaient été retenus. Maintenant, je suis à votre écoute par rapport à vous, vos connaissances sur le parc, et savoir si vous aviez des suggestions à faire, par rapport aux propositions qui ont été faites, et vous, par rapport à votre connaissance du parc. Oui, moi j'avais une question, il y a quelques temps. On va juste distribuer la parole. Oui. Vous avez juste le micro, s'il vous plaît. Oui, il y a quelque temps, j'avais vu qu'on proposait du badminton le samedi après-midi à Suzanne Lenglen. J'ai des personnes dans mon quartier qui m'ont demandé d'indiquer où c'était exactement parce qu'elles étaient allées au parc, elles n'avaient rien trouvé. Donc, est-ce que ça fonctionne toujours, ces séances de badminton? En principe, je crois que c'était de 14h à 17h, tous les samedis après-midi. Alors, je pense que c'est peut-être qu'on va faire un tour des questions et en plus, ensuite on pourra répondre. Donc si on a d'autres interventions, d'autres suggestions, n'hésitez pas. Alors, la madame derrière, si on pouvait lui apporter un micro, s'il vous plaît. Il faut qu'il s'approche le micro. Alors, est-ce qu'on pourrait apporter le micro derrière à la dame, s'il vous plaît? D'accord, merci. Oui, bonjour. Ma première question, ce serait d'abord d'attirer l'attention sur l'accessibilité de ce parc. Par exemple, quand vous venez de Ballard, l'extrême sud, vous n'avez aucune desserte directe, parce que le métro s'arrête à Ballard, et le 39 s'arrête directement, va de Ballard jusque de l'autre côté, c'est-à-dire le colonel Avia, Pierre Avia, et le 169, pareil. Et en fait, vous avez 650 mètres
entre le Ballard et l'autre station. C'est une des plus grandes distances entre les bus. Donc, ce qui est très curieux, c'est qu'au retour, le 169 a son arrêt à Suzanne-Lenglen. Donc, ma question était, pourquoi on ne pourrait pas mettre à l'aller un arrêt à Suzanne-Lenglen sans que ça fasse trop de dépenses? On pourrait, par exemple, mettre un poteau, un arrêt, sous le pont du périphérique, arrêt Suzanne-Lenglen, par exemple, ou devant l'Aqua Boulevard ou Suzanne-Lenglen. Mais il y a sûrement une possibilité de faire quelque chose de plus simple. Bien sûr, ce qui serait cohérent, c'est qu'il continue jusqu'à ici, Val-de-Seine, bien sûr. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais dans un premier temps, ce qui est vraiment indispensable, c'est l'arrêt à Suzanne-Lenglen. Et après, on peut reprendre le 260. D'ailleurs, vous faites un superbe complexe RATP au niveau du 260, c'est-à-dire près de l'héliport. On peut supposer aussi qu'ils servent d'arrêt pour le 39 ou le 169. Parce que le 39 et 169 font doublon du côté de Pierre-Avia. Et en fait, il n'y a rien du tout qui dessert Suzanne-Lenglen, soit du côté boulevard Gallieni, soit du côté de l'autre côté. De frères voisins. Voilà, ça c'était ma première remarque. Et comme j'ai la parole, je voulais en profiter pour vous dire que vous avez tout à l'heure parlé du roller park. Simplement, est-ce que c'est la même chose que le skate park qui était, à un moment donné, il y avait un skate park qui se trouvait du côté du boulevard Gallieni et qui a été maintenant pris par un terrain de tennis. Donc, où va se trouver ce projet de skate park? Et sachant que du côté gauche, c'est-à-dire quand vous entrez dans Suzanne-Lenglen du côté 15e, tout le côté gauche, avant le boulodrome, vous avez des espaces. Il semble me rappeler qu'il y avait des mares, des étangs de ce côté-là, de l'eau. Il y a très très longtemps, il me semble. Mais en tout cas, maintenant, il n'y a rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose ici pour les enfants? C'est toujours un petit peu les parents pauvres, les 10 ans, les 10, 12, 14, par là. Par exemple, une tyrolienne, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mini-golf? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Et l'acrobranche, je n'ai pas très bien saisi, parce qu'en fait, l'acrobranche, c'est de plus en plus courant en France. Et tous, ça est accroché à des arbres. Donc, les arbres du 15e sont un peu les mêmes que les autres. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas bien compris votre réticence pour l'acrobranche. Et autrement, l'autre chose, c'était évidemment, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre aussi des brumisateurs, des fontaines? Et... parce que ça, c'est vraiment indispensable, parce que c'est quand même un lieu sportif. Donc, les enfants sont tous en train de courir partout pour essayer de trouver une fontaine, et il n'y en a pas beaucoup. Et puis, les brumisateurs, ça devient presque indispensable, parce que maintenant, on nous annonce des périodes de canicule énormes. Donc, ça, c'est à vous de voir où vous pouvez les mettre. Et la dernière chose, c'était les corbeilles plastiques. Est-ce que ce ne serait pas possible de les remplacer? Parce que franchement, quand vous regardez, vous voyez vraiment, ce ne sont pas les gens qui mettent n'importe où les déchets, c'est vraiment les pies. Et quand vous regardez bien, elles arrivent à trouer les corbeilles en plastique et à en mettre partout. Il ne faut pas croire que ce sont les gens, ce n'est pas forcément des mal élevés partout. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des barres en fer de chaque côté? Enfin, quelque chose de bon sens en fait. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres remarques ou d'autres questions? Est-ce qu'on peut faire un premier tour de réponse? Alors, je vais commencer par votre question, Madame Bref. J'essaie de reprendre un petit peu dans l'ordre. Alors, je n'ai pas tous les créneaux en tête, mais par contre, je me permettrai de vous rendre cette réponse. Néanmoins, si ce créneau a lieu, il a lieu dans un des deux gymnases. Donc, vous avez le gymnase qu'on appelle le gymnase A et le gymnase B, qui est au niveau du bâtiment tennis. Vous descendez les marches, d'accord? Vous avez deux gymnases qui sont en bas, d'accord? Donc, les créneaux avaient lieu à cet endroit-là. Ça, c'est pour le badminton. Alors, vous avez parlé de... Mais vous avez des questions souvent judicieuses. Vous avez parlé de l'accessibilité des transports, des bus, des tramways. Donc ça, malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose dans la mesure où on est sur voie publique. Je vous laisse, dans ce cas-là, voir avec votre présidente. Je ne sais pas si elle va pouvoir faire des modifications à ce niveau-là. Au niveau de la tyrolienne, écoutez, je l'ai noté. Il y en a une qui va très certainement être installée sur Paris-Plage, peut-être. Donc je vais regarder un petit peu quels sont les coûts. Mais il y a aussi tous les phénomènes de sécurité. Donc il va falloir que je regarde un petit peu les protocoles, voir comment c'est. Néanmoins, je vais creuser la piste. Je l'ai noté. Et je me permettrai au moins de faire une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Mais je communiquerai ça, pareil, à la présidente de votre quartier. Alors pour l'acrobranche, vous n'aviez pas bien compris, les gens des espaces verts en fait, et aujourd'hui Paris défend énormément les arbres, et c'est vrai qu'à partir du moment où les arbres ne sont pas suffisamment costauds, c'est-à-dire qu'en fait les arbres ne sont pas suffisamment hauts, si vous préférez, les troncs ne sont pas suffisamment forts pour pouvoir positionner aujourd'hui ce dispositif d'acrobranche sur Suzanne-Lenglen.
Alors, vous avez parlé par contre de choses très très intéressantes, et moi qui me plaisent beaucoup, ce sont les fontaines. Alors, il n'y a pas de fontaine sur Suzanne-Lenglen. Donc on a des points d'eau, notamment au niveau du vestiaire football. On a énormément d'enfants. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour essayer au moins de créer ces espaces. Je pense que je vais essayer de le mettre dans le plan et ça je pense que c'est une nécessité. Nous verrons par la suite si je mets des boutons poussoirs ou si je pense que ce sera le plus économique. Mais voilà, parce que j'ai peur derrière au niveau du gâchis. Les brumisateurs un petit peu complexes à mettre on est plus sur de l'événementiel pour moi si vous préférez, un petit peu ce qu'on va utiliser sur Paris-Plage. J'ai peur au niveau des dégradations et au niveau des choses, sporadiquement pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit un petit peu gâché le denier public. Vous avez également parlé, et je l'ai noté, des corbeilles plastiques. Alors on appelle ça en fait des RDP ou des porte-sacs. Alors vous avez tout à fait raison. On a donc ces oiseaux, ces pies qui viennent un petit peu manger. Donc aujourd'hui je suis sur une étude et on devrait faire dans les mois qui suivent. Donc on vous a pour une fois un tout petit peu devancé, ce qui est rare. Vous regarderez, on a des plaques en béton qui ont déjà été positionnés. Et mon but, c'est de créer un centre de tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne trie pas suffisamment. Donc on va avoir 12 espaces. J'espère que voilà, je vais réussir à avancer au niveau budget. Donc je ne voulais pas vous l'annoncer, mais comme vous en parlez, je ne prends pas d'engagement, mais je vais m'efforcer de suivre ce projet. Donc on aurait en fait ce qu'on appelle les poubelles jaunes et les poubelles vertes pour pouvoir effectuer du tri. Donc on enlèverait ces RDP derrière, on sécuriserait un petit peu plus les déchets et en plus on effectuerait du tri, chose qui n'est pas faite aujourd'hui sur Suzanne-Lenglen. Mon problème reste le problème de collecte des ordures ménagères avec un point de stockage et éviter de recréer justement un point de nuisance avec ce lieu de stockage. Donc je suis en train de peaufiner mon étude, mais comme vous avez évoqué le sujet, regardez ces petites dalles. Le jour où vous verrez des dalles, sachez que normalement vous aurez 2 bacs avec un abri qui sera positionné dessus. Voilà. Merci beaucoup. Alors, notre adjointe en charge du conseil de quartier a quelques éléments de réponse à nous donner aussi. Oui, sur la question que vous posiez sur la desserte et l'accessibilité. Donc, Monsieur le maire a été saisi effectivement par des habitants par cette question. Donc, je ne sais pas si vous faisiez partie des habitants qui lui ont envoyé un mail sur cette question de l'accessibilité du parc et du bus 39 qui ne dessert pas d'arrêt pour accéder au parc. Donc, sachez qu'en tout cas, nous, en mairie du 15e, on a bien accusé réception de cette demande des habitants. Nous avons contacté les services concernés de Mobilité Île-de-France, de la RATP et autres pour qu'une étude soit faite pour qu'effectivement cet arrêt existe, puisqu'il est essentiel pour avoir un accès pratique au parc. Mais voilà, on est bien saisi du sujet. Oui, oui, oui. Merci. Si nous n'avons pas d'autres questions, on a les membres du conseil de quartier qui nous ont transmis quelques remarques. Alors, à moins qu'ils veuillent prendre la parole. Non. Donc, j'aurais quelques questions à vous poser au nom du conseil de quartier. Alors, la première, serait-il possible de en fait, entretenir la mare et la remplir au sein du parc? La petite mare qui est derrière l'école fuit, paraît-il. Donc il n'y a plus d'eau. Il y avait plein de canards qui ne reviennent plus. C'est un peu le désert, c'est un peu dommage. Ah oui. Pourrions-nous avoir plus de bancs du côté de Ballard, ainsi qu'un espace enfant au-dessus des boulistes? C'est ça. Au-dessus des... C'est ça. C'est ça, du boulodrome. Derrière le boulodrome, vous avez, comment dirais-je, un espace pour enfants, un bac à sable. On a enlevé les bancs, il reste 2 bancs. Ah oui. C'est pour ça que je ne parle pas là-dedans. Donc là, effectivement, les bancs, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de gens se sont plaints qu'il n'y avait pas du tout de bancs aux frères voisins. Alors on a devant les immeubles, dans cet espace qui était une ancienne mare, mais de toute façon, quand on va vers Ballard, il n'y a pas de bancs. Pour les personnes âgées qui pourraient venir ou qui veulent se balader dans le parc, il n'y a pas un endroit où elles peuvent s'asseoir. Donc j'ai noté plus de vent au niveau de Ballard, c'est ça? Disons que dans la région de Ballard, effectivement, dans les allées, il n'y a pas de bancs. Même le long de Gallieni, il y a beaucoup de gens qui se promènent, il n'y a aucun banc pour s'asseoir.
Oui, il y a une table pour les pique-niques. Alors, Oui, c'est tout, il y a une table il pour y a les quelques pique-niques. tables qui existent au niveau du football sur la partie gauche lorsqu'on rentre. Alors, je sais pas si c'est la tour à corps, mais après, il y pour en le a- reste, je sais pas. il y en a Par une. contre, la deuxième remarque qui a été faite, c'était sur les jeux, mais j'ai pas eu le temps de la noter. Alors, un espace enfant au-dessus du boulodrome. Avant, il y avait au moins 6 bancs, maintenant, il en reste 2. Au niveau catégorie enfants, parce que là, on a essayé de sérier, en fait. Est-ce que c'est plutôt de jeunes enfants? Est-ce que c'est vraiment des jeux? C'est un bac à sable. C'est juste un bac à sable. Donc, on est plutôt sur le 0-3 ans, c'est ça, un bac à sable avec quelque chose? C'est vraiment des petits qui vont là-dedans. Alors, je pense que les mères aimeraient peut-être bien s'asseoir parce qu'il reste 2 bancs, ça fait pas beaucoup. On a une première remarque, Brigitte, si vous voulez bien. Qu'est-ce que tu avais marqué sur Ah oui, les tables de ping-pong. Il y a 2 ans, le conseil de quartier, avec le budget participatif, je sais qu'il y a eu 2 tables de ping-pong qui ont été commandées, mais on n'a jamais vu ces 2 tables de ping-pong. Savez-vous où elles auraient été mises, si elles auraient été mises? Donc, c'est le conseil de quartier qui les a financées, c'est ça? Oui. Vous avez une année ou... Je crois que c'est en 2016. Parce qu'il y avait déjà 2 tables de ping-pong qui existaient, on devait en remettre 2. Mais peut-être dans un autre endroit, puisqu'elles étaient bonnes, ces 2 tables de ping-pong. Donc je pense qu'elles n'ont pas été enlevées. Et vous avez un lieu particulier où je Non, regarde parce que vraiment en paraît-il fonction? que C'est c'était juste déjà vous qui les deviez positionner. décider de l'endroit. Ce Ce truc-là, je sais pas. Il marche? Ah, parce que j'entends rien dans le truc. Il y a un autre problème, si je puis dire, c'est que le parc est ouvert jusqu'à 22h30 tous les jours, mais le week-end, ça ferme à 18h ou 18h30. Et il y a énormément de monde le week-end qui vont pique-niquer dans ce jardin et ils se retrouvent, en fin de compte, c'est vrai que l'été, on a envie d'être un petit peu plus longtemps dans le jardin que 18h30. Ou alors qu'il y a au moins une porte qui reste ouverte. Je ne sais pas si on pourrait faire quelque chose. Je vais me permettre d'apporter un petit rectificatif. Le week-end ne concerne que le dimanche. En fait, le samedi, dimanche, vous avez la oui, possibilité le de rester jusqu'à 22h30. Oui, les jours fériés, oui, la veille des jours fériés, je crois que ça ferme plus tôt. Tout à fait. Enfin, au moins le dimanche, les gens qui ne travaillent pas, ils vont le dimanche pique-niquer. C'est un parc qui est ouvert 365 jours par an. Oui. C'est-à-dire qu'il est ouvert tous les jours de l'année. La veille des jours fériés, et dans la mesure où la DGS, entre guillemets, est propriétaire de ce parc, elle suit le règlement de la DGS, qui est le même sur tout Paris. Et donc sur tout Paris, la veille des jours fériés, on ferme à 18h, et les jours fériés, on ferme à 18h. Pour tous les autres équipements de la ville, ils ferment 5 jours obligatoirement, qui sont le 1er mai, Noël, le jour de l'an, 14 juillet et 15 août, et là, alors que là, le parc est ouvert. Maintenant, j'entends votre souhait. Parce que je vois les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de pique-niquer le soir, surtout quand il fait bon, profiter du parc. J'entends votre souhait, Madame Catillon. Si je puis me permettre, je ne suis pas là depuis très longtemps. On a quelques incivilités. Alors après, si vous me demandez d'ouvrir un petit peu plus tard, je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, pour la fermeture, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Oui. Donc à ce moment-là, peser le pour et le contre, je peux batailler d'un sens, je peux batailler pour l'autre, mais si derrière on a des incivilités, je saurais vous le redire. Oui, souvent les grillages sont découpés, je connais le problème. Ça fait 40 ans que j'y suis. Et puis, justement, on parle de sécurité. Les gardiens, il n'y a pas de gardiens dans ce parc, on ne les voit jamais. Là, c'est gênant. Vous avez des agents logés qui sont sur place, donc qui sont là pour fermer les portes, justement, lorsqu'on a des personnes qui tardent un peu, ou des associations ou des fêtes, ça leur permet de fermer. Vous avez des agences qui sont sur place, justement, pour réguler. Alors, lorsque je suis arrivé, moi, j'ai fait ma prise de fonction, par exemple, les jeunes avaient branché les spots à Noël pour jouer, donc c'est resté toute la nuit. Donc, ils les ont évincés, parce que le jour de Noël, on ferme normalement à 18h, 22h, 22h30, ils étaient encore là. Ils les ont évincés, puis ils ont coupé les lumières. Donc, normalement, vous avez des agents. Alors, par contre, ce parc est très grand, et avant, il y a longtemps, effectivement, il y avait des rondes. De temps en temps, on voyait les gardiens qui faisaient des tournées, parce que c'est quand même assez grand. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui est logé sur le côté du boulevard Gallieni. De l'autre côté, j'y suis allé l'autre jour pour vouloir mettre des affiches. C'était fermé, je ne sais pas, il était 3h ou 4h, c'était fermé. Les volets étaient mis comme si c'était abandonné. Donc, c'est quand même pas très normal. En plus, il y a les sports, il y a tout, que tout soit fermé, même pour la sécurité des enfants. Et qu'il n'y ait pas de gardien qui fasse des
des rondes dedans. Quel était le lieu qui était fermé? Je n'ai pas bien saisi. Le logement, je ne sais même pas si c'est un logement, celui qui est à Ballard. Alors après, l'agent logé a le droit de fermer ses volets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, mais enfin, ça peut être ouvert à certaines heures quand même. C'est pas si on a besoin de renseignements. C'est pas un. Alors. Il habite là, il donne des renseignements. C'est un accueil. C'est ça que j'aimerais savoir. Alors, Madame Catillon, c'est pas une loge de gardien. C'est son lieu d'habitation. Donc en fait, c'est un lieu. Celui de Gallieni, oui. Alors, je sais que c'est ça. Gallieni, c'est un lieu d'habitation, mais celui de Ballard. Vous en avez, comme vous voulez. Hein. Vous en avez 3 sur place en fait, qui sont sur place, mais ce sont leurs lieux d'habitation. D'accord. Et par contre, les gardiens, eux, sont positionnés aux 3 accueils existants, qui sont l'accueil football, l'accueil tennis et l'accueil rugby. Ça, ce sont les agents de la DJS, Direction Jeunesse et Sport. Et vous avez également l'ADF qui intervient sur ce parc, qui, eux, sont positionnés, alors ce qu'on appelle, nous, côté tour à corps. Je ne sais pas, c'est le grand portail, si vous préférez, qui coulisse lorsqu'on peut l'ouvrir. Eux sont positionnés un petit peu plus bas, en amont à gauche. Alors aujourd'hui, généralement, les agents Direction Jeunesse et Sport sont là pour réguler les créneaux sportifs. Donc ils vont donner les clés des vestiaires, ils vont s'occuper également de la propreté, mais ils ne vont pas faire régulièrement des tours dans le parc, si vous préférez. Ça va plus être une direction qu'on va appeler la DPSP, qui est un petit peu plus, si vous préférez, chargée de la sécurité, qui va venir regarder un petit peu comment ça se passe. Néanmoins, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez leur demander d'agir sur les terrains. Par contre, voilà, ou si vous êtes embêté. Oui, parce qu'avant, dans le temps, du côté de Ballard, s'il y avait un problème, on pouvait les appeler. Il y avait toujours quelqu'un et les gardiens étaient là. Il y avait des gardiens qui étaient là. Et lorsqu'il y avait un problème, on les voyait passer dans le parc avant, ces gardiens. Bon, très bien. Merci beaucoup. On avait une petite remarque. Si on peut transmettre le micro, s'il vous plaît. Je voudrais poser la question suivante. Qu'est-ce que vous faites concernant les trottinettes et les bicyclettes qu'on voit partout? Est-ce qu'il y a un moyen de les interdire de rentrer dans les parcs de Paris définitivement? Parce qu'avec ça, il y a des accidents tous les jours. C'est une excellente question. Ce parc est un des plus grands parcs de Paris. Mon but est de ne pas spécialement brider, parce que vous avez les jeunes aussi qui peuvent apprendre à faire du roller. Enfin, il y a des familles qui sont là. Donc après, si on autorise aux uns et qu'on refuse aux autres, c'est un petit peu compliqué. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les trottinettes, ils font plus des concours de vitesse et ils rasent les gens, donc c'est pas facile. À ce jour, j'ai demandé l'arbitrage de ma direction pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Il y a un problème que vous n'avez pas cité, bon, je vais y aller même si vous ne l'avez pas cité, ce sont également les chiens qui sont présents sur ce parc. Donc, c'est... Voilà, je vous coupe, les chiens ne font pas des accidents mortels aux personnes âgées et des enfants. Vous avez les déjections canines et certains chiens peuvent aussi mordre les enfants. Donc je pense qu'il va falloir qu'on ait une réflexion globale et qu'on se mette d'accord et qu'on prenne un axe. Et à partir du moment où on aura pris cet axe, on essaiera de le respecter. Aujourd'hui, je vous ai ouvert une porte supplémentaire que vous n'aviez pas ouverte. Je suis sur une réflexion. J'attends des directives pour pouvoir les faire appliquer derrière. Par contre, n'hésitez pas à remonter, comme madame, si jamais vous avez des soucis, ça nous permettra un petit peu d'aller peut-être vers une voie ou vers une autre. Merci beaucoup. Madame. Oui, c'était pour dans la liste des souhaits, c'est un peu comme à Noël. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du mini-golf. Est-ce que j'ai parlé du mur d'escalade? Je ne me souviens pas si je l'ai dit. Voilà, donc une suggestion, un mur d'escalade, toujours un petit peu pour le créneau des préadolescents. Une table de ping-pong, madame en a parlé, effectivement. Plus il y a de tables de ping-pong, plus ça sert à tout le monde, aux jeunes, aux adultes. Et aussi des jeux qui sont un peu inscrits, vous savez, sur le sol, genre jeux d'échecs, ce que vous avez un peu dans les pays Espagne ou autres, ou dans le sud de la France. Vous avez souvent des jeux d'échecs au sol, des jeux où on peut jouer comme ça. Et l'autre chose, mais ça c'est un petit peu le sujet qui fâche, est-ce que vous avez des informations quant au départ de l'héliport? Parce que c'est très bien cet énorme parc sportif, mais je ne raconte pas ce qu'on déguste quand même à chaque fois qu'il y a des hélicoptères qui passent. Hein. Donc non seulement au point de vue gasoil, mais aussi au point de vue nuisance sonore. Donc surtout que ce ne sont que des sportifs là quand même. Donc on avait parlé de 2024. Est-ce que la date de 2024 est toujours maintenue ou est-ce qu'elle va être avancée ou est-ce que voilà. Et on avait parlé d'une extension du parc, évidemment. Donc est-ce que vous avez des informations sur l'héliport qui est juste à côté, qui crée quand même une grosse nuisance au parc Suzanne Lenglen?
Merci. Merci. On peut répondre? À moins qu'on ait d'autres questions. Je pense que est-ce que j'ai vu une main levée à ma droite? Non? Ok. Alors, j'ai noté votre remarque sur le mur d'escalade. Aujourd'hui, on a un projet avec un budget participatif qui existe sur le 15e, avec 2 projets qui sont un petit peu dans les malles. Bon, vous n'êtes pas concerné ici, mais on a un projet sur la Plaine et un projet sur Croix-Nivert, avec un budget participatif dédié qui a été voté. Donc, j'attends un petit peu les directives à ce niveau-là. Donc, rajouter un 3e mur, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment une nécessité. Si vous pensez que c'est nécessaire, est-ce que vous voulez vraiment un grand mur d'escalade? Il va falloir l'adosser ou vous voyez ce que je veux dire? Il faut le créer. Sinon, on va créer des rochers d'escalade qui existent déjà sur les quelques parcs, notamment à Brassens, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est pour répondre au mur d'escalade. Donc, je ne dis pas non, mais je dis qu'il y a déjà un budget escalade pur et dur avec 2 lieux qui devraient être, si vous préférez, sanctuarisés en tant que lieu pour l'escalade. Donc on rajoutait un 3e, je ne sais pas si c'est nécessaire. Par contre, vos idées sont intéressantes au niveau des jeux au sol. Je vais y réfléchir, parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a échec, il y a Marelle aussi, qui paraît aussi très simple. Je vais regarder, on est à proximité de l'école. Donc, alors pareil, si je les positionne sur les allées, ma responsabilité va être engagée. Si une trottinette renverse un enfant pendant qu'il est en train de jouer aux échecs avec l'autre, on va falloir que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais en tout cas, ce sont de bonnes pistes. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Madame le micro, s'il vous plaît. Sur les brumisateurs, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller sur l'esplanade de Vincennes et j'ai constaté qu'il y avait des brumisateurs et en fait, il y a une dalle en pierre et tout à coup, on voit de l'eau qui vient. Je vois pas les dégradations qu'on peut faire sur cette dalle en pierre. Enfin, quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau et quand ça sort, on a du mal à savoir d'où ça sort, mais c'est absolument pas dégradable. Il y a donc des moyens d'avoir du brumisateur qui sont solides. Alors, merci. Alors, on va rentrer dans des aspects un tout petit peu plus techniques. En fait, sur le parc Suzanne Lenglen, aujourd'hui, vous n'avez pas de fontaine. Pourquoi vous n'avez pas de fontaine? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'eau. Donc il va falloir que je crée des apports, si vous préférez, sur la place dont vous parlez. On a déjà certainement un tuyau qui passe, qui est positionné et qui est déjà... Là, j'ai juste en fait une structure béton avec de l'eau qui va pouvoir sortir. Là, il va falloir que je fasse un cheminement et donc c'est assez cher aujourd'hui, si vous préférez, d'ouvrir la voie pour pouvoir positionner un tuyau d'eau. Donc je vais favoriser plutôt madame avec les fontaines plutôt que les brumisateurs. Voilà. Sinon, oui, il n'y a pas de dégradation particulière. Je parlais des brumisateurs, si vous préférez. Vous savez qu'on met en cerceau des tuyaux percés ou des choses comme ça. Voilà ce que j'évoquais. Merci beaucoup. On a encore des remarques derrière. Pour insister sur l'idée un peu des brumisateurs, parce qu'on arrive quand même vers la canicule. Donc, est-ce que, par exemple, à partir du moment où le tuyau est tiré, est-ce qu'on ne peut pas justement, au bout de ce tuyau, pendant qu'on y est, à ce moment-là, faire des brumisateurs ou des jets d'eau qui sortent du sol, mais quelque chose de non dangereux, c'est-à-dire pas du tout comme Citroën, où c'est marqué interdit aux enfants, responsabilité des parents, mais il y a plein d'enfants, il y a toutes les photos sur les magazines. Donc là, quelque chose de vraiment fait pour les enfants qui puissent jouer. Il y a aussi dans le centre de Paris, du côté des Halles, ils ont fait ça. Donc c'est plein d'enfants, c'est pas dégradé, et puis c'est quitte, à partir du moment où vous tirez un tuyau, l'eau arrive, autant en profiter. Ce serait dommage de s'arrêter net, quoi. Voilà. Merci. Alors, nous allons pouvoir y réfléchir, mais tout est une question de budget. Donc je vais privilégier, je réitère, la fontaine, sans parler de fable, avant d'aller vers d'autres choses. Merci beaucoup, Monsieur Chotte. Oui. Ah, et une intervention, Monsieur Dalli. Non, ça dépasse un petit peu le cadre du quartier stricto sensu. C'est pour aller plus loin que ce que notre représentant nous disait. La mairie de Paris au niveau des trottinettes, parce que comme tout le monde, je suis interpellé par les trottinettes. Est-ce que vous m'entendez là? Ah oui. C'est beaucoup mieux. Donc les trottinettes sont effectivement un écueil, mais on ne peut pas non plus supprimer ce moyen de transport assez écologique.
Alors je sais que la mairie de Paris est en contact avec la préfecture, d'ailleurs pour réguler la circulation des trottinettes. C'est-à-dire que les trottinettes n'auront pas le droit d'abord de devoir circuler dans les couloirs réservés aux vélos, ou sur les chaussées normales s'il n'y a pas de couloir, au plus à 20 km à l'heure, sur les rues piétonnes 8 km à l'heure et sur éventuellement les parcs, alors comme vous citiez tout à l'heure, 2 km à l'heure, c'est-à-dire pas beaucoup plus qu'un piéton qui marche normalement. On vous vérifierez parce que c'est en contact avec la préfecture de police actuellement. Et des aires dédiées pour garer les trottinettes, parce que je ne sais plus combien il y a d'associations, enfin d'entreprises qui louent les trottinettes électriques, et ils se mettent n'importe où, il suffit de les déclencher avec une carte, je suppose. Voilà, donc c'est en cours, on peut dire qu'on va répondre à toutes les... Enfin, la majorité. Vous pouvez juste rapprocher le micro. Oui. Non, mais c'est bon, voilà. J'ai fini, c'était pas une question, c'était une précision. D'accord. Il y avait quand même la question de l'héliport. Je suis désolé, j'ai pas d'informations à mon niveau. Et il y a de forts lobbying d'un côté et de l'autre. Donc, tant que j'ai pas d'informations fiables, je me permettrai pas de pouvoir me prononcer sur ce sujet. Merci beaucoup. On peut donc passer au second sujet qui concerne donc le ministère des Armées et l'écran brise-vue. L'écran brise-vue. C'est ça. Justement, on va vous expliquer, on va vous présenter ça. Bien, bonsoir. Je suis le colonel Lecmina. On va la présentation pour avoir d'autres questions. Le ministère de la Défense, le ministère des Armées, pardonnez-moi. Je vous remercie de nous avoir invités ce soir. Je suis accompagné de M. Alain Spielmann, qui est l'architecte qui a conçu l'ouvrage dont on va parler ce soir, de M. Chartier, l'entreprise Vinci, qui va construire, et du colonel Galen, qui assure la maîtrise d'œuvre et l'interface avec l'entreprise. De quoi s'agit-il? D'un écran brise-vue. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de protéger le ministère des Armées, qui est un point d'importance vitale, des vues directes sur sa parcelle et sur ses bâtiments. Pourquoi avons-nous décidé d'ériger cet ouvrage qui est assez important, puisqu'il va faire à peu près 1 kilomètre le long du périphérique sur 4 mètres de haut? Parce que l'évolution du contexte sécuritaire que vous connaissez nous a poussé à prendre des mesures de précaution, de la même façon que vous avez pu remarquer que nous avons mis des bornes anti-bélier contre une agression d'un véhicule bélier sur le ministère. De la même façon, il était jugé utile, dans le cadre des expertises de sécurité, de protéger le ministère des vues directes. Pourquoi le fait-on maintenant et pourquoi ça n'a pas été fait au moment de la construction initiale? Au moment de la construction initiale, on l'avait évoqué, on y avait pensé. La situation sécuritaire n'était pas la même. Malheureusement, elle s'est aggravée depuis et on avait privilégié une certaine transparence de la parcelle de façon à aérer un peu l'ensemble. Aujourd'hui, il était jugé absolument nécessaire de protéger l'ensemble du ministère des Vues. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que les clôtures qui donnent sur le boulevard Victor, sur le boulevard Valin, sur l'avenue de la Porte de Sèvres et sur la rue de la Porte d'Issy ont été occultées pour protéger le ministère des Vues. Nous avons procédé pour réaliser cet ouvrage à un appel d'offres. Plutôt que de faire un simple ouvrage technique comme le préconisaient les responsables de la sécurité, on a voulu créer un véritable ouvrage. C'est pour ça qu'on a fait un appel d'offres qui associe un architecte et qui a associé dans les prescriptions l'architecte des bâtiments de France, la mairie du 15e arrondissement, la mairie de Paris, de façon à pouvoir faire un ouvrage qui puisse s'intégrer au mieux, étant entendu que par sa fonction même, effectivement, il est assez important dans le paysage.
je ne vais pas en dire plus, je vais tout de suite céder la parole à M. Spielmann qui va vous présenter l'ouvrage tel qu'il est, avec une petite vidéo qui a été réalisée, et qui va vous expliquer comment a été perçu l'ouvrage. Et puis, dans un deuxième temps, l'entreprise va vous parler de la réalisation du chantier. Vous avez vu qu'il a déjà commencé, puisqu'il y a un certain nombre d'installations de chantier qui sont en place. On ne va pas se mentir, ce chantier va créer des nuisances comme tous travaux. D'ailleurs, ces nuisances ont commencé puisque les bretelles d'accès et de sortie des boulevards périphériques ont été fermées. Il va durer un peu plus de 6 mois, mais on va vous en donner le détail. Je cède tout de suite la parole donc à l'architecte concepteur de cet ouvrage. Bien. Oui. Vous m'entendez? Bon, d'accord. Alors, quand on a été sollicité pour faire un concours de conception d'un écran brise-vue, au début, on était un petit peu étonné, surpris, si vous voulez, de cette question. Et on s'est beaucoup penché, on a beaucoup réfléchi à ce sujet. Un écran brise-vue qui fait 4 mètres de haut sur une importante longueur du boulevard périphérique nous a obligés à réfléchir sur le côté à la fois d'insertion, d'aspect, que ça soit agréable, que ça corresponde aux très beaux bâtiments qui sont aux alentours et que cela se marie le mieux possible dans le site. J'ai cependant pensé que dépenser de telles sommes, faire un tel investissement, devait être à la fois valable, rentable pour le ministère, mais aussi pour les habitants riverains. Et on a pensé qu'on pouvait doubler cette chose, faire un écran à la fois brise-vue et en même temps, je dirais, anti-bruit, permettant d'abaisser le son, de manière que les habitants bénéficient, si vous voulez, d'un affaiblissement sonore. Et à partir de cette idée, nous avons décliné ce que j'appellerais un concept un peu neuf. On a créé un écran qu'on appelle rideau. Un petit peu comme les rideaux qui sont dans cette salle, qui ondulent, si vous voulez. Et on a fait des rideaux qui, précisément, bordent le périphérique dans sa partie nord. Le concours était assez compliqué. Et outre les dessins, on a voulu vérifier ce que l'on a conçu en mettant des images. Et on a créé ce film qui vous est présenté là, qui montre cet écran que vous voyez sur le côté droit, avec une hauteur de 4 mètres à cet endroit. Là, on est devant le ministère, on va dans le sens de l'ouest, et on va descendre sur la bretelle qui va vers la porte du pont de Sèvres, si vous voulez. Vous voyez, là, les arbres sont conservés, il y aura des plantations, et cet écran qui ondule, si vous voulez, ça va assez vite là, mais qui ondule, accompagne, si vous voulez, le mouvement des véhicules. Ici, on se trouve devant l'avenue de la Porte de Sèvres, et vous allez voir la RATP à gauche, vous avez le ministère à droite, et on s'est inspiré de ça. Et ici, on a voulu envisager comme si c'était une véritable porte d'entrée, si vous voulez, vers Sèvres, vers Paris, une porte qui marque l'endroit, qui gomme un petit peu le périphérique et qui donne une autre allure. Les matériaux ont été sélectionnés avec beaucoup de soin et de vigilance. Là, vous avez une transparence métallique, si vous voulez, des clôtures vers la RATP. Vous avez ensuite le matériau absorbant sur cette hauteur de 3 mètres qui est d'une teinte brune, de manière à se marier avec les troncs des arbres. Et au-dessus, un élément translucide, transparent, vert, mais qui cache cependant les vues. Là, vous êtes sur la bretelle qui monte, qui donne accès, si vous voulez, au boulevard périphérique, le long du ministère, et qui effectivement masquera, mais affaiblira les sons, évidemment. On continue, si vous voulez, le cheminement. Vous voyez les proportions, les relations entre les véhicules et l'écran. Avec ce côté rideau, ce côté souple, ce côté élégant, on ne voudrait pas que ça soit quelque chose de lourd dans le paysage. On s'est inspiré, si vous voulez, on a fait en sorte que les proportions s'accommodent. Les 3 mètres, plus le mètre supérieur qui est vert, de la même teinte que la verdure, que les vitrages de l'Aquai Boulevard ou de certaines parties du ministère. Et ici, on continue notre progression. Et on pense que, si vous voulez, que ceci, ça va donner une nouvelle génération un petit peu d'écrans, cachant les vues, mais aussi s'harmonisant avec le boulevard.
Ici, on continue, on va passer devant le ministère. Alors, les rideaux qui sont devant les écrans ondulent et auront donc des éclairages différents selon la lumière, selon le soleil, selon l'ensoleillement. On s'est inspiré des pare-soleils qui existent sur le bâtiment existant du ministère, et cette ondulation, si vous voulez, amènera à la fois une certaine grâce, une certaine légèreté dans le site, et qui pourra lui donner, si vous voulez, une nouvelle dynamique. Voici ici, donc on est devant le ministère et on va vers la porte d'ici. Et je dirais qu'au droit des ouvrages, on n'est qu'à 3 mètres. Et là, l'écran se termine. Voici présenté de manière un petit peu rapide. Ici, vous avez encore quelques vues. De nouveau, on voit très bien les ondulations. Et ces vues ont été prises, comme le soleil évidemment se couche à l'ouest, vous avez les rayons qui frappent, si vous voulez, contre ces rideaux. Voilà. Il y a aussi plein de vues techniques, si vous voulez, plein de vues. Oui, alors là, on a contrôlé dans le détail, si vous voulez. Là, vous avez justement ces ondulations. Vous voyez, par exemple, le mur qui fait 4 mètres, donc 3 plus 1. On a voulu faire ça pour que les proportions soient harmonieuses, soient pas trop imposantes. Vous avez en haut à droite la vision de la porte de Sèvres. On pense de cette manière un petit peu requalifier, si vous voulez, l'ouvrage, que ça fasse effectivement une porte et que ça ait... Bon, et on va traiter les culées, ce qu'on appelle les culées, c'est-à-dire les côtés de l'ouvrage. Et puis, sur le côté gauche, en haut à gauche, vous voyez également, si vous voulez, cet écran avec ce côté rideau, ce côté ondulé, qui devrait donc donner un petit peu de charme, je pense, à cet ouvrage très technique. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Des commentaires ou des questions? C'est impressionnant. Effectivement. Alors bonjour, je suis le lieutenant-colonel Galen. Je représente la conduite d'opération, c'est-à-dire les gens qui pilotent l'opération en liaison avec le groupement, donc l'entreprise qui fait les travaux, Vinci Construction, et l'architecte, donc M. Spielmann, et son collaborateur, M. Chirino. Alors l'opération, aujourd'hui, elle a fini toute la partie de sa phase d'étude, et donc le chantier à proprement parler a démarré, puisque l'entreprise doit réaliser ses travaux entre le 20 mai 2019 et le 20 février 2020. Il y a plusieurs étapes techniques qui ont été organisées, qui vont vous être présentées de manière graphique, au regard de nombreuses contraintes qui sont imposées sur le site. Alors on a des contraintes qui nous sont imposées par Viparis, donc le salon, le parc des expositions, qui ne peut pas être perturbé en termes de circulation à certaines périodes de salons phares, de salons internationaux. On a la RATP qui, en termes d'exploitation, a ce qu'on appelle les ateliers Lucotte, donc les ateliers de maintenance du tram, des maréchaux, qui a pas mal de contraintes et qui fait qu'on ne peut pas intervenir sur le bord du périphérique n'importe quand. Donc toutes ces contraintes prises en compte après de très nombreuses réunions de concertation avec l'ensemble des services compétents, et notamment les services de la voirie. L'organisation du chantier est celle-ci. On a une première étape de travaux qui va vous être présentée physiquement, qui se déroule jusqu'à la fin de l'été, jusqu'au 30 août. Dans cette étape, il y a 2 parties, et cette première étape nécessite que soient fermées les 2 bretelles de sortie et d'entrée sur le boulevard périphérique intérieur de la porte de Sèvres. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui, vous avez pu le constater, et au pied de la bretelle de sortie du boulevard périphérique intérieur, vous avez l'installation de chantier du groupement. Donc cette situation va perdurer jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, à partir du début du mois de septembre, on passera dans l'étape numéro 2, où la bretelle d'entrée porte de Sèvres sera réouverte à la circulation. En revanche, la bretelle de sortie sur le boulevard périphérique intérieur sera fermée jusqu'à la fin des travaux, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de février. L'entreprise intervient pour l'essentiel aujourd'hui depuis le périphérique sur une bande d'une largeur restreinte qui lui a été mise à disposition et qui a nécessité que les voies sur le périphérique au droit du ministère, donc sur presque 900 mètres de long, soient rétrécies et que la vitesse de circulation sur le périphérique soit abaissée à 50 km/h.
Ça, c'est une situation qui va perdurer jusqu'à la fin du février 2020. Voilà. Bon, je vais passer la parole au groupement qui va maintenant vous présenter avec quelques diaporamas l'ordonnancement, le phasage de ces travaux, hein, qui est un phasage assez technique. Bonsoir à tous, donc Florian Chartier, je représente la société Vinci. Je vais juste faire un petit retour en arrière quand même parce que je représente un groupement, donc je me dois de les présenter parce qu'on est une équipe pour faire ce projet, ce beau projet. Donc vous avez le cabinet d'architecture Alain Spielmann représenté avec moi ce soir. Ensuite, deux constructeurs, deux sociétés du groupe Vinci, dont Vinci Construction Terrassement, qui peut surprendre, mais Agence Altea, c'est une agence lyonnaise que je représente, spécialisée dans les écrans acoustiques et les écrans visuels comme celui qu'on réalise aujourd'hui. Et ensuite, on est accompagné pour ce genre de projet très technique par des bureaux d'études. Il y en a 3 pour une affaire, c'est assez rare, mais c'est pour être souligné. Un bureau d'études structure, Nox, un bureau d'études acoustiques, Acoufen, et un économiste de la construction, Espatio. Voilà, je me devais de tous les citer parce que on fait une équipe. Je reviens juste. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir. Je vais essayer de balayer un petit peu plus techniquement l'écran. Je vous laisserai poser les questions qui vous intéressent. Là, c'est une vue en plan. Alors, c'est une vue de dessus, simplifiée. Elle vous situe le projet. Donc, comme l'a expliqué M. Spielmann, il débute sur la droite par une zone qui débute dans le palais de la Porte de Versailles, le palais d'exposition, pardon. On franchit ensuite le viaduc d'Issy, l'écran E2 en vert et l'écran qui longe le ministère, donc la parcelle Est. Après, on plonge dans la bretelle, comme on a pu voir dans le film, par l'écran E3. Ainsi se termine la première partie. On a mis un petit symbole prototype pour vous qui devez connaître le secteur. On a monté depuis quelques mois un prototype grandeur nature de ce qui va être fait. Et il est encore visible et il est à votre disposition évidemment. Et après, on reprend sur le long du périphérique par les écrans 4, 5, 6, avec encore une fois un franchissement de viaduc assez technique au niveau de la porte de Sèvres. Et enfin, pour terminer, la fin du projet longe le bâtiment de la RATP qui gère le tram T3 et qui nous apporte des contraintes techniques vis-à-vis de l'exploitation du site. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'écran fait 4 mètres comme on l'a dit, sauf sur les viaducs, pour des raisons de dimensionnement, on est obligé de le limiter à 3 mètres de hauteur. Donc là, vous avez la vue virtuelle et la vue réelle. On n'a pas, bon, pour montrer qu'on essaye de respecter ce qu'on dit. Donc sur la gauche, c'est la vue du prototype que j'ai évoqué tout à l'heure. Sur la droite, c'était la vue sur laquelle on a travaillé depuis l'origine. On voit bien les ondulations, la teinte. Voilà. Encore une fois, c'est le visuel sur le terrain qui est encore plus parlant. Et en bas, vous avez une vue éclatée, ce qu'on appelle éclatée, qui rapidement, encore une fois, sans rentrer dans le détail, vous donne les différents composants. On va juste s'arrêter sur une chose, c'est que, comme l'a dit M. Spielmann, on a un écran qui est à la fois visuel et acoustique. Donc c'est quand même un plus pour ce projet-là. Et donc vous avez ce qui est en couleur, nous, ce qu'on appelle corten, ce brun ocre, qui sont en fait des panneaux acoustiques qui sont glissés à l'intérieur de poteaux. Et à l'avant, vous trouvez ce voile architecturé qui donne l'esprit du projet. Et je ne vais pas revenir sur ce que M. Spielmann a même imaginé, avec cette ondulation, on va dire, non répétitive, qui donne une certaine fluidité au projet, on l'espère. Alors, encore une fois, je ne vais pas reprendre les propos du lieutenant-colonel Galen. C'était pour vous présenter les grandes étapes du planning, parce que c'est quand même des choses qui vous concernent, évidemment. Donc on a eu une première étape qui était totalement invisible sur le terrain, qui s'appelle une période de conception. En fait, on part d'un cahier des charges assez sommaire pour arriver au prototype, pour simplifier les choses. Donc c'est une phase qui a duré 4 mois, où on dimensionne, on écrit ce que l'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est une première étape qui s'est achevée mi-mars 2019.
Après, on rentre, alors c'est un processus normal, mais dans une période de préparation de chantier. Alors, une fois qu'on sait ce que l'on fait, on explique comment on va le faire. Donc ça, c'est une période qui dure 2 mois, où on transmet nos procédures, nos agréments produits, quoi. Tout ce qui va être fait. Maintenant qu'on sait ce qu'on va faire, on dit comment on va le faire. Donc ça, c'est une période qui nous a amené à mi-mai 2019, donc c'est assez récent, et qui s'est achevée par, entre guillemets, une autorisation à débuter les travaux. Donc vous, en tant qu'écrivain, vous l'avez senti par la fermeture que je vais évoquer après au niveau du périphérique, et nous par la mobilisation de nos équipes qui sont actuellement sur le terrain tous les jours. Donc c'est une première phase. Alors les travaux sont découpés en 2 phases distinctes. Une première phase, alors pourquoi 2 phases déjà? 2 phases parce qu'il a été demandé, et c'est évident, de gêner le moins possible la circulation. Donc la première phase est la phase la plus contraignante pour les riverains, et les usagers surtout, puisqu'elle demande à fermer les 2 bretelles, entrée et sortie du périphérique. Donc ça a donné lieu à une phase pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Aujourd'hui, elle est dans la période de mi-mai, donc du démarrage du chantier, jusqu'à fin août. Volontairement pendant les mois d'été, pour plusieurs raisons. Évidemment pour une gêne à l'usager qui est normalement moindre, et pour le parc des expositions qui a déjà été évoqué, où c'est une période assez creuse pour eux. Donc ça nous permet de faire en fait les extrémités du chantier, qui va nous permettre, et j'avance, en phase 2, donc de septembre à mi-février 2020, de faire le reste, c'est-à-dire sur la petite diapo, voilà, la zone en bleu, c'est en fait la zone centrale du chantier. Mais cette zone centrale, alors, voilà, ça c'est la période que l'on vit actuellement. Donc on retrouve la vue de dessus qu'on vous a présentée au tout début. Donc là c'est la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec en zone orange les 2 bretelles fermées, qui sont des zones travaux pour nous, donc qui nous permettent de traiter les 2 extrémités du chantier, gauche et droite. Nos installations de chantier qui sont aussi visibles sur le terrain, donc vous avez certainement pu les voir, qui sont situées au niveau du viaduc de Sèvres pour les cantonnements de nos compagnons et de l'encadrement. Et une zone que vous voyez tout à droite, sous le viaduc d'ici, qui, elle, est une zone de travail et de stockage. Donc qui permettent de réaliser, je me redis un petit peu, mais les écrans 1, 6 et 7, donc les extrémités du chantier. Donc une fois cette phase terminée, on basculera en phase 2, donc si tout va bien début septembre, où là, la bretelle d'entrée sur le périphérique va être redonnée à la circulation. Donc c'est ce qu'on voit, la zone orange à gauche n'est plus une zone chantier, elle est redonnée à l'usager. Nos installations vont rester dans la bretelle et donc sous le viaduc de Sèvres. Et la zone qui est à droite ne servira plus à des zones de travaux, mais pas certainement à des zones de stockage. Ce qu'il faut comprendre que notre problématique sur un chantier comme celui-ci, c'est la surface de stockage. C'est-à-dire que tous les éléments ne sont pas fabriqués sur le chantier, ils sont fabriqués en usine, que ce soit les poteaux, les panneaux, le voile architecturé. Et donc tout est livré sur mesure. Donc la problématique n'est pas de réaliser sur le chantier, mais de stocker. Ça peut expliquer pourquoi on conserve des zones de stockage alors que les zones de travaux sont terminées au-dessus. Donc ça, voilà, ça nous permettra de réaliser les 5 autres écrans qui nous amènent à la fin de chantier. Donc là, une redite également, mais qui est quand même très important pour encore une fois les usagers, c'est que le périphérique est maintenu à 3 voies de circulation, malgré qu'on fasse un écran en bordure de cette voie de circulation. Grosse contrainte pour nos travaux, mais contraintes déjà explicitées au moment de l'appel d'offres, et une réduction de la vitesse de 70 à 50 km/h. Enfin, on a fait un zoom, s'il était utile de le faire, sur nos zones d'installation. Je crois encore qu'une fois, la meilleure des choses, c'est de se rendre sur place, mais vous voyez la zone de gauche qui est notre zone principale où nos compagnons sont logés, et la zone de droite qui nous sert plus à des zones de travail, encore une fois, et de stockage. Voilà. Bon, je vais aller un petit peu vite, parce que ne sachant pas les points qui vous intéresseraient le plus, mais on est bien sûr là pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Alors, avant d'avoir les questions, je vais donner la parole à monsieur Jean-Yves Pinet, qui est en charge justement de la propreté et de la sécurité routière. Alors, merci. Et donc, aussi, j'ai reçu mission pour le maire dans le cadre du nouveau
plan de voirie de la supervision des autorisations de chantier. Et donc j'ai assisté à beaucoup de réunions. J'ai eu M. Chartier au téléphone. On s'est longuement eu. Le colonel Miller, bien sûr, on s'est vu à plusieurs reprises. Et le colonel Galen, on s'est vu le jour de ce qu'on appelle la réunion d'ouverture de chantier, la ROC. Pour que vous ayez tous les éléments avant de poser vos questions, autant vous dire que quand le dossier est arrivé en mairie, je parle, alors on ne va pas parler du BRISU, du choix du concours d'architecte, mais de savoir comment les travaux allaient être réalisés, pour une mairie comme la mairie du 15e et pour ses habitants, c'est un véritable casse-tête. On a d'un côté des travaux qui doivent être faits, de l'autre côté des habitants qui doivent vivre une continuité d'activité, et forcément, un chantier comme ça ne va pas sans contrainte. Souvent, donc, les entreprises nous proposent des plans, des premiers plans. 9 fois sur 10, on les refuse et on commence à discuter. À l'origine, ce n'était pas du tout ce qui est arrivé là. Je peux même vous dire qu'on a cherché avec M. Chartier pendant près d'1 heure au téléphone. On a regardé, on a essayé de voir si on ne pouvait pas garder quand même l'ouverture du périphérique. Il m'a expliqué pourquoi on était obligé de fermer, parce que moi je voyais bien l'impact. Et l'impact aujourd'hui on le voit qui est même bien au-delà du 15e arrondissement. Il suffit de voir les boulevards des Maréchaux tous les matins aujourd'hui, puisque fatalement les gens change d'itinéraire. L'autre contrainte auquel on est soumis, ce sont toutes les réglementations françaises. La réglementation du travail, ils ont des ouvriers, donc on ne peut pas mettre les bases vie non plus à d'autres endroits, parce qu'à un moment donné, on a recherché effectivement un autre lieu pour la base vie, pour éviter qu'elle soit sous le périphérique et laisser libre accès à tous les piétons. Et donc lorsque vous mettez toutes les contraintes, y compris de la préfecture de police, je peux vous avouer que sur un dossier comme celui-là, c'est pas simple. J'ai cherché à voir si on ne pouvait pas faire du stockage ou avoir la base vie à l'intérieur de l'emprise du ministère. Malheureusement, alors sur une des phases travaux, effectivement, l'entreprise Vinci va travailler à l'intérieur du ministère, mais dans des zones réservées qui seront séparées du ministère des Armées, puisqu'il y a un certain nombre de contrôles qui doivent être faits. Je peux vous assurer qu'on a tout essayé, on a tout retourné dans tous les sens. C'est pas le meilleur des plans qui a été proposé, mais je dirais que c'est le moins pire. Et notamment, on a fait bouger la base vie des ouvriers, on l'a mis côté des voies de circulation de manière à protéger les piétons lorsqu'ils viennent de l'Aqua-Boulevard, parce qu'il faut savoir aussi que c'est quand même une zone où on a un flux piéton très 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 important. Et donc là effectivement au départ on m'avait dit ah non il ne faut pas faire passer les piétons là parce que c'est glauque, personne ne va y passer, etc. Et j'ai simplement montré que le flux naturel des piétons, les piétons passaient devant nous, ils passaient là où on le voulait. On a demandé à l'entreprise de nous mettre de l'éclairage de nuit pour assurer de la sécurité. Donc voilà, donc je voulais juste vous dire en préambule avant vos questions que certes, ils proposent des choses, ils font pas tout et n'importe quoi. Il y aura aussi des contrôles quand il y a des choses qui vont pas. En ce moment, j'ai un énorme souci avenue de la porte d'ici qu'il faut qu'on essaye de régler. Voilà, c'est un chantier qui va être suivi. Je peux vous assurer aussi qu'ils auront la pression suffisante pour que le 30 août, la bretelle soit réouverte. Et dans tous les cas de figure, il faudra qu'elle soit réouverte pour le retour des vacances, parce que les impacts sont importants. Donc voilà, donc il y a un vrai suivi. Voilà, c'est pas parce que le chantier a démarré que rien n'est fait. Les relations avec les autorités militaires sont là, les services de voirie et les services de police, tout le monde est en interaction. On a essayé de faire au mieux. Par contre, j'ai réellement, effectivement, en tant qu'élu de la mairie du 15e, tout à fait conscience des nuisances énormes que vont apporter ce chantier comme bon d'autres chantiers. Mais voilà, vraiment, tout a été retourné dans tous les sens pour essayer. Les autres solutions, il fallait couper je ne sais pas combien d'arbres. Enfin, il y avait voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose, on avait une autre difficulté. On est en zone urbaine. Et puis, je rappelle aussi que rue du Colonel Pierre Avia, sur la commune d'Issy-les-Moulineaux, ils nous construisent 3 immeubles, ce qui ne nous a pas simplifié la chose pour aussi trouver de l'espace. Et rue Henriador-sur-Glane, Colas a démarré un chantier de rénovation d'un immeuble. Donc c'est un secteur très dur. On a même discuté avec Viparis et le parc des Expos. Effectivement, une zone de stockage va être faite à l'intérieur du parc des Expos. Et je suis en train de voir avec la mairie de Paris l'affaire du stationnement de bus pour pouvoir avoir la zone de stockage dans le stationnement de bus à côté du parc des Expos et pas sur les voies de circulation pour améliorer le reste. Voilà ce que je voulais dire en préambule. On peut commencer avec les questions. Madame devant, le micro s'il vous plaît. Bien,
Écoutez, merci. Je pense qu'un chantier comme ça, c'est effectivement extrêmement compliqué. Et donc, on va souffrir en silence et avec le sourire. Moi, j'avais une question sur les matériaux qui sont utilisés. Vous avez expliqué qu'il y avait donc cette matière brune, vous avez donné un nom, Corten, je crois, que je n'ai pas très bien... Ça, c'est la teinte. Et alors, on a l'impression que le voile est rapporté sur l'âme du mur, et j'avais envie de connaître en quoi sont faits ces différents éléments. Si vous voulez, les poteaux sont en acier, ils sont tous les 4 mètres. Entre ces poteaux, ils ont une forme de hache. On va mettre, si vous voulez, des éléments qui sont métalliques aussi, si vous voulez, et qui sont double absorbants, comme je disais tout à l'heure, qui font 3 mètres, si vous voulez, de hauteur. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle du polymétacrylate PMMA, c'est un nom barbare. Si vous voulez, c'est du verre acrylique teinté vert, la teinte verte, voilà, qui fait 1 mètre. Et devant, on a mis ce voile, si vous voulez, qui serait en comment dirais-je, en métal, ça s'appelle du métal déployé, c'est-à-dire du métal étiré, en aluminium, c'est ça, teinte champagne, c'est-à-dire légèrement jaune, comme ça. C'est ce qui donne cette teinte jaune. On a cherché des choses très raffinées, on était, si vous voulez, mon collaborateur Joël Chirino qui s'occupe, on a fait 1000 essais, si vous voulez, pour mettre ça au point, mais grosso modo, les matériaux, c'est ça. C'est essentiellement du métal et du polymétacrylate teinté. Voilà. Le rideau aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, avait une volonté aussi d'être un petit peu comment dirais-je, essayer d'éviter l'affichage sauvage, vous voyez, ce genre de choses, de manière à avoir une sorte de voilà. Oui, c'est ça. C'est de l'aluminium, si vous voulez, donc c'est pas... Merci. On a une question derrière. Oui, c'était... attendez, je me souviens plus ce que je voulais dire. Oui, c'était tout à l'heure. Oui, vous avez parlé des nuisances de ce chantier. Je veux simplement vous dire que, en fait, les piétons et les enfants vous remercient parce que ça fait quand même 2 bretelles de périphérique qu'ils n'ont pas à traverser pour aller à Suzanne-Lenglen ou à l'Aqua Boulevard. Donc, au moins, vous avez fait des heureux. Donc, voilà, c'est déjà ça. Et l'autre chose, c'était, étant donné que cette partie était terriblement asphyxiée, pourquoi à ce moment-là, vous ne feriez pas le 39 ou le 169 passer par la rue Henri Farman? D'ailleurs, très souvent, on voit le 169 et le 39 emprunter ce chemin, tellement c'est asphyxié, d'ailleurs. Durant la durée des travaux, au moins, dans un premier temps. Bon, alors, en préambule, je vais vous dire que tout ce carrefour, quand il a été refait par la voirie, quand le T2 est arrivé, est un non-sens pour les piétons et pour tous ceux qui y circulent. Voilà. Et un jour, il faudra peut-être tout casser et tout refaire et tout repenser. Je suis entièrement d'accord. Mais ça, il faudra le faire. On n'y coupera pas. Sur les bus, je suis le mauvais interlocuteur. C'est la RATP qui décide par où elle fait passer ses bus et par où elle va les dérouter lorsqu'elle a effectivement des problématiques de circulation. Tout ça est vu, la RATP était là aussi, donc je suppose qu'elle a pris les dispositions. Je ne sais pas pourquoi ils passent par la rue Enferman quand vous les voyez. Donc là, malheureusement, voilà. N'oubliez pas non plus qu'en ce moment, vous avez des travaux de rénovation de chaussée devant le nouveau siège de Colas. Voilà, donc la zone est fermée. Donc tout ça a des impacts aussi sur l'ensemble de la circulation. D'ailleurs, petite info que je vous livre et qui n'a rien à voir avec ce chantier, il faut savoir que c'est la mairie du 15e qui a obtenu la gratuité et le paiement par Bouygues Immobilier de la rénovation de l'asphalte. Parce que comme la voirie du 15e n'avait pas de sous pour la refaire alors qu'elle était totalement défoncée, on a un peu dealé avec Bouygues Immobilier pour les aider à avoir leur autorisation de faire une bouche à incendie plus rapidement avec les contacts que nous avions. Le deal, c'était vous payez à la place de la voirie l'asphalte. Voilà comment on a. Et ça a failli ne pas se faire parce que la voirie centrale n'était pas tout à fait d'accord sur ce truc-là. Ils voulaient récupérer l'argent pour ne pas l'utiliser. Mais on a maintenu et l'asphalte est payé par l'entreprise parce que c'est vrai que sur cette zone-là, on a eu 3 chantiers d'affilée et tout a été complètement défoncé par les entreprises. Donc, un petit mot, faites attention à ma voirie parce que sinon, je viendrai dealer avec vous.
Oui, j'ai une question annexe, puisque vous parliez de la voirie. Moi, je fréquente ces lieux depuis 40 ans, en étant à Meudon dans un premier temps, suite à Issy-les-Moulineaux et maintenant ici dans le 15e. Et alors, il y a quand même une avenue qui est dans un état épouvantable, hein, qui longe le ministère sur sa gauche. À droite, c'est le parc des expositions. Et donc, c'est la rue de la Porte d'Issy. Ou l'avenue de la Porte d'Issy, qui est, enfin je veux dire, c'est du pavé extrêmement défoncé depuis 40 ans. Je ne sais pas si un jour on pourra rouler correctement là-dedans, et je ne sais pas comment on fait. Voilà. Enfin, vous avez plus de capacité de faire remonter l'information que je n'en ai. Elle fait partie des voies qui peuvent être reprises. Le pavé, même s'il est défoncé, garde des qualités. Le pavé... Alors, je vais m'en expliquer. 1, le pavé réduit la vitesse contrairement à de l'asphalte. 2, alors c'est dangereux pour les deux roues, je vous l'accorde, mais il y a une double piste cyclable qui permet aux vélos d'avoir du lisse et qui n'ont pas le danger des pavés. Il faut savoir qu'en plus, cette artère est pas mal empruntée et pour le stationnement aussi des bus, et que les gros gabarits, notamment, vous savez, l'été quand ça chauffe, l'asphalte fond, et donc et il vaut mieux des pavés que de l'asphalte. Il faut les remettre à niveau. Ah, mais ça qu'il faille les remettre à niveau. Pour les remettre à niveau, madame, il faut complètement, voilà, il faut tout défaire et tout refaire, il faut fermer la voie. Alors la problématique aujourd'hui de l'entretien de la voirie sur certaines voies, c'est que, je rappelle que Paris et son agglomération, c'est 12 millions de personnes. On n'est pas simplement 2 millions à l'intérieur du périphérique, il y a aussi des gens qui rentrent, il y a des gens qui ressortent. Toute la zone du ministère et toute la zone des entreprises autour, aujourd'hui, c'est 25 000 personnes qui sont arrivées. Ça se fait par tiers, par moitié? Non, ça se fait pas. Oui, ça se fait par tiers et par moitié, sauf que pour pouvoir accueillir tout ça, il faut aussi les transports qui vont avec. Alors, il y a eu le T2, il y a eu un certain nombre de choses, mais vous n'accueillez pas autant de personnes, autant d'entreprises sans l'ensemble des infrastructures. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'on doit faire travailler tout le monde uniquement juillet-août pour avoir le moins de nuisances à Paris? C'est compliqué aussi pour les entreprises. On leur impose déjà beaucoup. Je peux vous assurer que on a dit à Vinci, un peu dans la discussion, pas le choix, hein, juillet-août, vous devez faire cette première partie parce que la bretelle doit être réouverte le 30 août. Parce que les impacts sont énormes. Donc le jour où on refera les pavés, plus personne ne passera avenue de la Porte d'Issy pendant quelques semaines. Je voulais simplement vous demander que ce soit bien signalé, ces trucs fermés. Parce que moi, lundi matin, je devais aller à Pontoise, j'ai voulu prendre le périphérique pour aller chercher la A15, et puis je me suis trouvée devant ce machin fermé. C'est très mal signalé, à moins que vous ayez fait des progrès depuis lundi. Non, ils n'ont absolument pas fait de progrès. Là, je vais même être très franc. Hein. Je les ai même appelés quelques temps avant la fermeture pour dire, mais où sont mes panneaux? Moi-même, je suis passé, il n'y en avait pas. La problématique de ces panneaux, alors si on va ensemble, je vais vous montrer où ils sont à des endroits stratégiques, effectivement, c'est décidé avec les services de voirie. On pourrait en mettre 10 fois plus que les gens ne les verraient pas forcément plus. Vous savez, c'est toute la problématique à Paris du nombre de panneaux qu'on augmente. Le meilleur des exemples, c'est le tunnel du quai André Citroën. Il y a 5 panneaux d'interdiction à l'entrée du tunnel. Je mets au défi qui que ce soit de me citer les 5 panneaux d'affilée. On les voit pas parce qu'on fait attention à autre chose. Probablement qu'en allant sur cette zone, vous n'avez pas prêté attention à des panneaux qui étaient sur le côté. Si on refait votre parcours, je vous les montre et je suis sûr que, ah bah oui, je ne l'ai pas vu. Mais je suis d'accord avec vous, on doit toujours faire mieux en signalisation. C'est vrai que là, vous avez eu un loupé, souvenez-vous, j'ai eu Vinci pour dire où sont mes panneaux. Il y a eu un problème de commande, etc. Je trouve, normalement, ils ont une obligation de mettre les panneaux X jours avant. Ce n'était pas le cas. Ils se sont fait tirer les oreilles pour ça. Maintenant, après, il y a effectivement la communication qu'on fait et les relations qu'il y a avec l'ensemble des éditeurs de GPS, de logiciels de GPS, parce qu'eux indiquent tout de suite, effectivement, de changer de parcours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les boulevards des Maréchaux sont sursaturés. Essayez de traverser et d'aller à la porte de Saint-Cloud en passant par l'avenue de Versailles ou par les boulevards des Maréchaux. Vous verrez que le matin, c'est très très compliqué. Mais c'est un point que je retiens. Là, on essaiera de revoir. Si toutefois, c'est pas encore assez, peut-être qu'on remettra quelques panneaux. On demandera à Vinci de nous trouver quelques jolis panneaux jaunes pour nous dire que tout est fermé. Il y avait un panneau juste au coin juste à Ballard là, juste au coin du grand bâtiment, c'est l'armée là, mais qu'on ne voyait pas, c'est derrière les branches. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Hein. Ah bah écoutez, j'arrivais tout bonnement de la hauteur de Desnouettes. Simplement à partir de Desnouettes, je suis descendu là. Que ça, j'ai rien vu.
Bon, je regarderai parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'aller assez régulièrement à Ballard, donc comme j'y vais à pied, j'y ferai plus attention par rapport à votre remarque, et si c'est caché par les arbres, on essaiera de voir avec l'ADEF si on peut pas faire quelque chose, ou si on peut pas couper les branches, à ce moment-là qu'on décale le panneau. Est-ce qu'on a d'autres remarques concernant... Alors, est-ce qu'on peut... Sur le ministère, ça va atténuer jusque sur le boulevard extérieur. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va produire comme amélioration? Alors aujourd'hui, ce qui est notre engagement, c'est de ne pas détériorer la situation actuelle. C'est-à-dire que le problème de ces écrans, si on peut parler de problème, c'est qu'un écran, s'il n'est pas acoustique comme dans notre projet, c'est qu'il modifie l'environnement acoustique. C'est-à-dire que ça crée une paroi. Donc ça crée des réflexions, des diffractions. Et donc la situation est dégradée si on n'avait pas mis un écran acoustique. Aujourd'hui, l'engagement du programme, c'est de ne pas dégrader. C'est-à-dire qu'on rajoute une contrainte, mais le fait qu'il soit acoustique permet de conserver à minima la situation actuelle. Après, pour tout vous dire, c'est aujourd'hui les panneaux les plus performants qui existent en termes d'acoustique, sauf que personne ne peut s'engager sur des améliorations. Du fait que c'est conditions, c'est la météo, le trafic, les environnants, parce que nous on construit mais d'autres construisent. Donc aujourd'hui tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'on s'est engagé à ne pas détériorer l'existant. Voilà. Quand même, on peut intuitivement penser qu'il y aura un affaiblissement sonore. Par exemple, je donne un exemple, dans la bretelle d'accès, si vous voulez, vous passerez entre deux écrans. Donc vous aurez forcément un affaiblissement sonore. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres remarques. Donc, Alors, comme il nous reste du temps, on pourrait aussi parler des questions diverses. Donc, vous pouvez profiter de cette occasion si vous avez des questions sur des sujets qui concernent le quartier. Peut-être qu'on va commencer quand même par les membres du conseil de quartier et ensuite on... Oui, merci. Une question simple pour faciliter le nouveau mémo du tri. J'étais étonnée qu'on n'ait pas des affiches qui soient distribuées dans les immeubles pour afficher ces nouveautés qu'on peut trier. Je dis ça parce que c'est dommage, je vois que les gens continuent à ne trier que ce qu'il y avait avant. Donc ça serait bien si on pouvait avoir des... Alors, ça, je vais reprendre la casquette de l'adjoint à la propreté. Les affiches sont disponibles. Tout a été refait puisque la mairie de Paris a changé de logo, donc il a fallu refaire tous les outils de communication. Mais les affiches sont disponibles. Elles ne sont pas systématiquement distribuées comme ça. On n'organise pas une distribution dans les immeubles. C'est plutôt aux immeubles de les demander parce que si on les met dans les immeubles, on ne sait pas à qui les remettre. L'intérêt, c'est qu'elles soient dans les locales poubelles et pas qu'elles finissent elles-mêmes à la poubelle. Voilà. Mais vous allez à la division de propreté du 15e rue Dombasle et vous aurez tout ce que vous voulez. Au 52 rue Dombasle, vous y allez de ma part et vous leur demandez les affiches et vous les donneront. 52 rue de Dombasle. Alors moi, c'est une question tout à fait différente. Quand je suis arrivée dans le quartier il y a 4-5 ans, le budget participatif avait parlé de la rénovation du bout de la rue de Vaugirard, entre la place des Nouettes et le bas de la rue. J'ai pas vu grand-chose. J'ai vu que Christo avait failli passer au niveau du pont de chemin de fer, et c'est tout. On en est où ? Alors effectivement, il y a tout plein d'études qui ont été menées. C'était un projet en cours qui devait être réalisé effectivement pour améliorer le cadre de vie des habitants de ce bout de rue de Vaugirard là, qui va jusqu'au parc des Expos. Le projet a été gelé pour le moment. Donc c'est un projet qui n'est pas du tout enterré, hein. C'est pas à dire qu'il ne se fera pas, mais dans l'immédiat, il ne pourra pas se faire dans les délais qui nous avaient été donnés, puisque là, en fait, ça aurait déjà dû commencer, en fait, hein. Les travaux auraient déjà dû commencer. Donc pour le moment, le projet est en attente. C'est une excellente question, le pourquoi du projet est en attente. Il n'était pas dans les priorités du moment. D'accord, donc quand on vote un budget participatif
participatif, il est voté, accepté. Oui. Donc le budget participatif est voté, accepté, mais éventuellement pas exécuté. Si, il sera exécuté. Si. C'est pas la question de sa non-exécution, il sera exécuté. La seule chose, c'est que pour le moment, l'exécution du projet est reportée. C'est pas le projet en lui-même qui est reporté, c'est son exécution. D'accord, très bien. Merci. Bonsoir, 3 questions. Le jardin suspendu, je voudrais savoir qui a eu cette belle idée, parce qu'effectivement, il y avait des affiches dans le quartier qui disaient « Réveiller le 15e Sud ». C'est pas le réveiller, c'est l'empêcher de dormir, du jeudi au dimanche. Donc, le jardin suspendu qui est donc situé sur le parking, un des parkings du parc des expositions. Il est au niveau du périphérique et pas loin de l'avenue de la Porte d'Issy. Et donc, c'est une espèce de discothèque en plein air et qui donne du volume. Hein. Moi, j'habite au bout de la rue des Nouettes et j'en profite largement du jeudi soir au dimanche. C'est temporaire? Oui, c'est temporaire, mais c'est de juin jusqu'à septembre. Oui, et ça a déjà eu lieu l'année dernière et on recommence. Vous avez des nuisances sonores importantes jusqu'à quelle heure? Alors, la semaine dernière, c'était minuit. C'était le jeudi soir. Et ce sont des sons très graves, des boum-boum. Voilà. Une première question. Concernant la petite ceinture, je voulais savoir quand est-ce qu'on ouvrirait le tunnel qui est sur la rue Olivier de Serres. La petite ceinture arborée, parce que la petite ceinture, donc elle n'est pas entière. Il y a un tunnel qui est fermé sous la rue Olivier de Serres. Et puis également, le sujet qui fâche, la tour triangle, on en est où? C'est l'Arlésienne. Alors, en ce qui concerne les nuisances sonores du jardin suspendu, effectivement, on sait, c'est comme quand la guinguette de la Javel réouvre ses portes. Généralement, ce n'est pas tellement les habitants du 15e, mais plutôt ceux du 16e en face qui en profitent bien parce que le son passe de l'autre côté. N'hésitez pas, en fait, à nous faire des petits mails. Alors déjà, si ça durait vraiment au-delà des heures d'ouverture, n'hésitez pas à appeler le 17 et à faire une réclamation. De notre côté, n'hésitez pas à nous faire un mail circonstancié avec vraiment les nuisances de quelle heure à quelle heure. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est que quand le vent porte de votre côté? Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous, on peut faire une demande de rappel à l'ordre auprès du gestionnaire en disant est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un arrangement pour que le volume soit baissé, que de 22h à minuit, le volume soit un peu baissé pour que vous ayez moins de nuisances sur ces horaires, on va dire, plus avancés de la nuit. Notamment en semaine, je vous l'accorde effectivement, quand il faut se lever le lendemain pour travailler, je peux comprendre la difficulté. En ce qui concerne le tronçon de la petite ceinture, effectivement, il nous manque un morceau de petite ceinture pour pouvoir clôturer tout ça. Je vous avoue que là, tout de suite, maintenant, je ne vais pas avoir une réponse précise à vous donner. C'est un projet qui est toujours à l'étude, qui est effectivement envisagé. Bien évidemment, l'objectif, c'est de permettre une promenade des Parisiens dans cet espace. Donc oui, c'est bien sûr en projet. Maintenant, je ne peux pas vous donner précisément l'avancée de ce projet, où est-ce qu'il en est et à quelle date exactement on pourra faire l'inauguration de ce dernier tronçon pour notre 15e arrondissement. Juste sur la tour triangle, on va être j'en sais pas plus que ce que je peux lire à droite à gauche entre les recours, la justice qui dit oui, un côté on sait pas, il y a d'autres recours. Voilà, pareil, du côté du ministère des Armées, à une époque, l'ancien ministre était contre. On attend la décision c'est aussi une problématique. Alors, le constructeur a dit non, mais en haut, vous pourrez pas ouvrir les fenêtres comme ça vous irez pas sur le ministère. On fait un écran brise-vue d'un côté, ça c'est ma position. On fait un écran brise-vue justement, et de l'autre côté, on construit une tour de verre de 15 étages. Donc j'avoue que je suis un peu surpris parce que là vous aurez une pleine vue sur l'intégralité du ministère. Donc si après il faut qu'on discute avec le ministère pour faire un écran brise-vue pour cacher la tour triangle, ça va commencer à faire beaucoup. Non, je sais, Monsieur Chartier,
que ce sera une très bonne affaire pour vous, mais certainement pas pour les deniers publics et pour l'armée, et encore moins pour moi pour les travaux, parce que je ne sais pas comment on va les faire de ce côté-là. Voilà, c'est effectivement, en toute honnêteté, moi je ne comprends pas. C'est un projet de non-sens. Je le rappelle, on est sur une zone qui a construit quand même énormément de bureaux. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vienne pas me dire qu'on a encore besoin de X milliers de mètres carrés de bureaux. Il y a une volonté de Viparis de faire cette tour. Il y a des tribunaux, il y a des recours, on est dans un état de droit, le droit statuera, et après, voilà, peut-être que la ministre des Armées dira non, moi je n'en veux pas, et finalement ça clôturera le débat. Mais je ne m'avance pas pour elle. Oui, tout à l'heure, Madame parlait de nuisances sonores jusqu'à minuit, mais on a jusqu'à 2 heures du matin aussi, avec le centre bus Croix-Nivert, les bus, les petites clochettes de frein, c'est jusqu'à 2 heures, facile, je peux vous les faire écouter si vous voulez, vous allez voir, c'est insupportable. Donc on a mieux aussi. Et ça, on a beau faire des mails, on a beau voir la responsable, rien n'y fait, on continue à avoir les petits klaxons des bus qui, paraît-il, c'est quand ils reculent. À 2 heures du matin, il ne doit pas y avoir grand monde derrière les bus pour qu'il y ait des clochettes à ce point-là quand même. Donc ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'était sur la voirie. On dit qu'on n'a pas de sous dans la voirie. Je voulais simplement faire une remarque, c'est la portion de rue entre Javel et Abbé-Groute. Elle a été refaite il n'y a pas longtemps à cause des nids de poules, il y a eu quelques mois. Et là, on vient de la refaire entièrement, sans faire le carrefour Abbé-Groute-Croix-Nivert, sans abaissement de trottoir. Je voulais quand même le signaler. De quelle partie vous parlez là? Parce que je ne comprends pas. Entre Javel et Abbé-Groute, oui, quoi? La rue de Javel et la rue de l'Abbé-Groute. Toute la rue de la Croix-Nivert, si vous y allez, vous allez voir, elle a été superbement bien refaite, oui, alors qu'elle avait déjà été faite correctement comparée à d'autres qui sont dans un état plus lamentable. Et parce qu'ils ont... il y avait des affaissements, madame. Oui, il y avait des... Il y avait des affaissements. Et il y avait des affaissements à cause des inondations. Je rappelle que les deux crues successives que l'on a eues provoquent actuellement énormément d'inquiétudes sur l'ensemble des services de voirie, parce que en repartant, l'eau a récupéré pas mal de terre qui est en dessous, hein. On met pas mal de remblais, et le remblai est parti. À titre d'anecdote, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais je rappelle que le pont de Gennevilliers sur la 15 a été bloqué sur 2 voies de circulation, parce que là aussi c'est la crue de la Seine qui a embarqué pas mal de remblais sous les piliers béton, et les piliers béton se sont affaissés. Donc la rue de la Croix-Nivert a certes été refaite, probablement qu'elle a été refaite avant et qu'elle n'en avait peut-être pas besoin, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nids de poules, mais quand j'ai un affaissement et que ça va s'écrouler, madame, il vaut peut-être mieux intervenir vite. Ça a été le cas rue de la Convention à un moment donné aussi, en face du ministère des Affaires étrangères. On a eu un énorme affaissement, il a fallu intervenir d'urgence, et ce sont effectivement des mois de travaux. Donc voilà, sur la rue de la Croix-Nivert, je vais pas m'étendre plus. Pourquoi entre là et là? Tout simplement, voilà, il y a des fois, il y a certaines explications. On n'a pas de sous. Oui, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'adjointe au chef de la voirie 15e, 16e, qui, dans un conseil de quartier, a donné le montant du budget d'investissement voirie du 15e qu'elle avait. On n'a pas de quoi refaire, c'est clair, c'est un parent pauvre, c'est quelque chose sur lequel on se bat continuellement. Si je devais évaluer, il y a 150 km de voirie sur l'ensemble du 15e. Je crois qu'on peut évaluer à minimum 120 voire 130 km qui sont totalement à refaire, parce qu'il y a des nids de poules partout. Alors c'est dû à tout un tas de choses, c'est dû à la circulation, c'est dû aussi au soleil, c'est dû aux hivers qu'on a eu. On a mis, parce que Parisien, il ne faut pas du tout qu'on glisse, alors on bourre de sel, etc. Le sel, enfin bon, tout ça fait que le macadam ne tient pas. Voilà, ça tient mieux sur les pavés, même s'ils sont un peu défoncés, ça tient mieux effectivement le sel. Mais voilà, donc il faudrait effectivement un entretien. Après, il y a des choix de travaux qui sont faits, ils sont faits en mairie centrale. On ne peut pas refaire la place de la Bastille, la place de la Nation, faire un certain nombre de pistes cyclables, etc. pour le bien de tous. Je ne conteste pas, mais l'entretien de voirie, ça coûte. Voilà, donc il y a des choix qui sont faits, c'est pas forcément ceux que j'aurais fait. Là, en tout cas, sur la Croix-Nivert, c'est parce que ça s'effondre. Sur le centre-bus Croix-Nivert, il y a eu à un moment donné, on a eu beaucoup plus de plaintes et effectivement on est intervenu très fortement sur la RATP. Le bip-bip de recul, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Alors il y a une solution, hein. Et à terme, c'est ce que souhaite aussi, c'est le rachat du centre-bus Croix-Nivert. Et c'est de construire à la place voilà, des logements. Allez, les bus, il faut bien les mettre quelque part. Tout le monde veut des bus, tout le monde veut du transport en commun. Le bip-bip, c'est le bip de recul. Il ne peut plus être retiré.
Alors effectivement, on va redemander si vraiment, alors je ne sais pas à qui vous le dites, etc. Ça fait quand même quelques années que j'en avais pas entendu parler. Dans de l'abus, il faut nous le signaler. Je pense que vous avez mon mail, hein, on se voit régulièrement. Vous avez déjà reçu pas mal de mails là-dessus. Pas là-dessus. Dans les échanges qu'on a eus, non, certainement pas. Ça fait un moment que j'ai rien sur le centre bus, madame. Mais si j'avais quelque chose sur le centre bus, je prendrais contact avec les gens de la RATP. On a un contact propre à la direction de la RATP de manière à demander à ce qu'effectivement, ils prêtent plus attention dans leurs manœuvres. Je peux comprendre, à 2 h du matin, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de bruit. Maintenant, c'est une question de sécurité. À une époque, les chauffeurs retiraient le bip-bip de recul, on a eu des gens qui se sont fait écraser. Voilà. Alors, signalez-moi s'il y a vraiment des nuisances un soir, etc. Envoyez-moi vos écoutes sonores si vous le voulez. On interviendra auprès de la RATP. Mais voilà, je trouve dommage d'attendre, surtout qu'on se connaît, madame. Je trouve dommage d'attendre un conseil de quartier pour me le dire. Vous pourriez me le dire bien avant. On vous l'a dit, oui. Et je termine, excusez-moi, ma remarque sur la voirie, c'était simplement, c'est très bien si vous refaites la rue, hein, c'est pas ça. C'était surtout que le carrefour n'avait pas été refait, l'abaissement de trottoir. Et on trouvait ça un petit peu choquant quand même de refaire la rue sans refaire l'abaissement de trottoir pour handicapés, pour tout, quoi. L'abaissement de trottoir au niveau de la Bégroute, à Bégroute, Croix-Niver. À Bégroute, Croix-Niver. Oui, l'abaissement de trottoir n'est toujours pas fait. Donc c'est un petit peu choquant de voir qu'on refait la rue devant. Normalement, c'est une obligation de faire l'abaissement. Il y a peut-être un oubli, etc. Pourquoi vous ne prenez pas une photo, vous ne me l'envoyez pas par mail et vous ne me dites pas, parce que je ne peux pas voir tous les carrefours, je ne peux pas voir tous les... Vous l'avez fait? Mais bien sûr que ça. Eh bien alors on va voir. Merci. Merci. Bon, je pense qu'on peut clôturer la réunion de ce soir. Merci à tous d'être venus et merci pour toutes les interventions. Bonne soirée.